Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Echo. Cet épisode est spécialement dédié à toi et à tous ceux et celles qui disent je commence aujourd'hui, je commence demain, mais qui ne commencent pas. À ceux qui rangent leur cuisine en profondeur au lieu de commencer leur travail et qui se détestent après. Dans cet épisode avec Fadi, on va parler de procrastination. Et spoiler alerte, ce n'est pas de la paresse. On va voir ensemble pourquoi on fait ça. On va voir ce qui se passe dans le corps et le cerveau quand on le fait, quand on procrastine. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir des outils, pour faire un petit pas pour arrêter de remettre le tout au lendemain. Bienvenue dans Echo. Bonjour, je suis Fatine Sayer et je suis thérapeute somatique. Bonjour, moi c'est Dr Benjamin Fadi, je suis psychiatre. Je ne sais pas pour toi et je ne sais pas pour vous, mais pendant longtemps, j'ai pensé que tout remettre au lendemain était un trait de caractère. Et après, j'ai découvert que ça avait un nom, donc la procrastination. Donc, comme j'ai dit, c'est le fait de tout remettre au lendemain. Et que parfois, elle était saine, c'est-à-dire la procrastination fonctionnelle quand on remet les choses à plus tard, mais qu'il n'y a pas de conséquences réelles. Et la procrastination donc dysfonctionnelle où il y a des conséquences négatives, on est au courant de ces conséquences négatives, mais pourtant on ne passe pas à l'action, n'est-ce pas? Et comme je t'ai dit, donc je pensais que c'était de la paresse ou là de la fainéantise de ne pas faire la chose tout de suite, mais je pense que tu pourras nous éclaircir sur des raisons beaucoup plus fondées que la paresse. Pourquoi on procrastine? Une très très bonne question. Plusieurs raisons. On peut commencer par l'intolérance à la frustration. C'est une difficulté à gérer tout ce qui est frustration, stress lié à la tâche à effectuer. Cette difficulté à affronter la frustration, elle va nous envahir et du coup, on va essayer de l'éviter. On va avoir des différentes stratégies qui vont nous permettre de soit soulager cette frustration, soit de chercher du plaisir. On va fonctionner de manière un peu binaire. Donc, soit on cherche du plaisir, on va faire des tâches donc, comportementales, jouer à des jeux ou faire quelque chose qui nous passionne, ou alors penser à des choses qui vont nous éviter de penser à la chose qui est frustrante. On va essayer de soulager. Donc là, on passe du registre du plaisir au registre du soulagement. On va dire stop, on arrête la tâche, elle est trop frustrante pour moi. Et comme ça, on va être soulagé. Il y a le mécanisme de l'oubli, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, soit on arrête la tâche qui était plaisante, soit on cherche une tâche qui est plutôt plus plaisante, ou alors on combine les deux, ben, on oublie aussi la tâche principale qu'on devait effectuer. On culpabilise, on dit pourquoi je ne l'ai pas fait, merde, il y a des choses qui s'accumulent. Le cerveau, il va commencer à associer le fait de reporter la tâche, ça fait moins de stress, donc du coup c'est bien. Et j'imagine que toi ou moi ou même nos auditeurs sont familiers avec cette sensation de si la tâche ne me procure aucun plaisir, je ne vois pas l'intérêt de la faire. Alors que logiquement, et c'est ça qui est beau, cette dualité dans le cerveau. Je sais que je dois la faire, je sais qu'il y a des conséquences après, mais ça ne procure pas de plaisir, donc je vais la retarder. C'est bien que tu rebondisses là-dessus parce que on se focalise, notre attention se focalise que sur l'immédiat. On ne voit pas les choses à long terme. Absolument. Et on voit que le plaisir ou le soulagement immédiat. Alors que malheureusement, au fur et à mesure du temps, le poids des conséquences va être plus élevé que le poids de l'immédiateté. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, tu me rappelles un exemple. Quand j'avais écrit ma thèse de master, on avait un deadline, on devait la déposer jeudi à midi. Par miracle, déjà, je ne sais pas comment j'ai fait, je l'ai terminée 2 ou 3 jours avant. Elle était terminée, je l'ai lue et relue, validée par mon encadrante. Elle était prête. Je sais pas ce que je faisais mercredi. Je sais pas, vraiment, j'ai rien fait, j'ai littéralement rien fait. Et jeudi, je me lève le matin, mon cerveau, voyez là, il faut qu'on y aille, il faut qu'on ait déposé la thèse, il faut qu'on ait déposé la thèse. Fadi, à quelle heure j'ai déposé ma thèse? À quelle heure? Jeudi, 11h59. Mais tu sais quoi, j'étais pas la seule. Donc, Ok. Il y avait d'autres procrastinateurs. donc ça m'a rassurée. J'imagine que ce soit pénible que tu déposes ta thèse finie le mardi. La sensation ou la frustration, le poids pénible que tu agisses de manière immédiate, bah,
du coup, tu as cherché d'autres stratégies pour reporter. Mais c'est ça, surtout qu'on parlait tout à l'heure des conséquences. Mhm. Là, il y avait une vraie conséquence, un vrai enjeu. C'est-à-dire, si je la dépose pas, ben, j'ai pas mon master. Tu as sûrement réfléchi comme, bon, j'ai encore le temps. Maintenant, je peux faire quelque chose qui est plus plaisante que partir et déposer la thèse. Oui, oui. Ah, sûrement, sûrement. Moi, je me souviens pas de ce que j'ai fait, parce qu'en même temps, ça fait bon, des années. Et j'ai rien fait d'utile ou de productif pour pas la déposer, évidemment. Ouais. Voilà, on va passer à la deuxième cause. Protéger notre estime de soi. Le mécanisme, c'est quoi? C'est qu'on ne veut pas en fait qu'on subisse un jugement négatif, tout simplement. Ok. Parce que c'est le jugement négatif qui va nous dévaloriser, Hmm. le regard par rapport à l'autre, Ah, ou d'accord. alors le regard par rapport à nos propres compétences. Et Mhm. du coup, on va soit s'auto-dévaloriser, soit on va penser que les autres vont penser négativement de nous par rapport à notre valeur. Du coup, il y aura un impact. C'est ça. Et ben, il y a des stratégies comme, premièrement, on essaie de s'auto-saboter, on met des auto-handicaps Ah. et on procrastine. Et du coup, en se mettant des obstacles, c'est comme si on cherche des excuses. Pourquoi on n'a pas réussi Hmm. la tâche qu'on nous a donnée. Et si bah, cette tâche, elle n'est pas réussite, bah, en même temps, c'est pas notre faute. Parce qu'il y avait des conditions, des obstacles, etc. Mais si elle est réussite, bah, parce que bah, je suis un génie, malgré que Ok. j'ai procrastiné, malgré que les conditions n'étaient pas là, adéquates et tout, bah, quand même, j'ai réussi. Ça nous permet d'être aussi tranquille, pépère, bien nous protéger. Il n'y aura ni jugement, ni par rapport à nous-mêmes, ni par rapport aux autres. Dans les conséquences négatives qu'on anticipe, Mhm. et on anticipe directement déjà les conséquences réelles, Oui. c'est-à-dire euh, quelqu'un qui va parler mal de nous, on va dévaloriser notre travail, on va être humilié. Ok. Bon, ça c'est objectif. Après, il y a le subjectif, c'est-à-dire ce qu'on va ressentir, Mhm. c'est-à-dire notre ressenti émotionnel par rapport à ce qui s'est passé. Du coup, là, c'est une sorte de déconnexion du réel. On a tendance à dramatiser les choses. Ah, ok, ok. Donc, dramatiser, aggraver. Hmm. On a tendance à penser que le jugement il sera trop sévère. On a tendance à penser que ben, c'est la fin. Si je fais mal la chose, ben, c'est la mort. Yeah. C'est la catastrophe. Oui. Et du coup, ben, ça crée un stress. Est-ce que tu pourrais, en tant que thérapeute somatique, nous expliquer plus contextuellement et spécifiquement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsque la personne ben, se met des obstacles et enfin pas se met des obstacles, déjà anticipe les conséquences négatives pour s'auto-saboter. Bien sûr, bien sûr. D'un point de vue somatique, quand on procrastine, c'est-à-dire quand on remet la chose à plus tard, il y a toujours une émotion qui se cache en dessous. Il y a une pensée qui revient. Il y a une peur surtout. Peur du jugement. Peur d'être démasqué entre guillemets. C'est le syndrome de l'imposteur dont tu as parlé tout à l'heure. Peur de ne pas être à la hauteur, etc. Ok. Donc, si on prend l'exemple d'un contexte professionnel, par exemple, j'ai une présentation devant une centaine de personnes. Mon cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est-à-dire, quand je m'imagine présenter devant 200 personnes, je ne fais pas la différence entre présenter réellement le jour J et ouvrir mon PC pour commencer à préparer la présentation. Mhm. Donc, quand j'y pense, mon corps va avoir les mêmes réponses à n'importe quelle situation stressante. C'est-à-dire, je vais avoir le cœur qui bat, mon corps va se tendre, je vais peut-être avoir la gorge qui se resserre. Et donc, il y a une activation de stress et, comme tu as dit tout à l'heure, d'adrénaline. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le corps répond à ce stress et la procrastination ou la l'évitement devient un moyen de réguler ce stress, de me calmer. Je crois que je suis en situation de danger. Enfin, le corps pense qu'il est en situation de danger. Et pour le réguler, je vais aller, par exemple, faire quelque chose d'agréable. On a tendance à aller scroller sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on fait malheureusement en 2026, jusqu'à pas d'heure. Et donc, on fuit la tâche pour fuir la sensation. Mhm.
Voilà, pour le point de vue somatique. Je pense qu'il y a d'autres raisons aussi pour qu'on procrastine. Oui, d'autres stratégies, plutôt en fait d'autres raisons, oui. Mhm. Mais déjà, si on rebondit juste sur la protection de l'estime de soi, il y a l'auto-handicap, éviter un jugement négatif, mais aussi il y a par exemple la peur de l'échec. Par Oui. exemple, pour les personnes qui ont une anxiété de performance, Mhm. du coup, ils ont beaucoup peur en fait de l'exposition par rapport au jugement social et aussi la peur d'échouer. Mis à part la peur d'être dévalorisé, Mhm. il y a aussi la peur de l'échec. On a tellement peur que- qu'on montre aux gens qu'on n'est pas performant, qu'on n'est pas compétent. Après, il y a, en fait, tout ça, comme tu l'as bien appuyé, ça rentre dans le registre de ne pas se faire de démasquer. Démasquer une estime de soi qui peut paraître basse C'est ça. par rapport aux autres ou par Mhm. rapport à soi-même. Après, il y a aussi la peur de la réussite, c'est-à-dire si je réussis, j'aurai plus de responsabilités. Ben, est-ce que je pourrais toujours maintenir cette réussite et continuer à réussir comme maintenant? Mhm. Et ben, toutes ces pensées qui vont créer en fait cette peur et du coup, on va essayer de s'auto-saboter pour ne pas arriver à ce point où on pourrait nous démasquer. Exactement. Il y a aussi une peur qui découle de cette peur de la réussite, c'est la peur d'être visible. C'est-à-dire, Mhm. je me dévoile, je suis visible et j'ai peur des jugements ou là, des moqueries ou là, des commentaires éventuels. Mhm. Et c'est donc ça me fait peur Mhm. et je vais procrastiner. Je vais tout faire pour ne pas être visible. Ouais, la peur de l'exposition sociale. L'exposition. Mhm. Exactement. En fait, c'est soit la compétence, donc peur de mes compétences, soit peur voilà, d'être visible, de Mhm. montrer qui je suis. Et là, cela affiche que la personne a beaucoup de complexes qu'elle ne cherche pas à exposer. C'est normal. Ça rentre dans la vulnérabilité de la personne. Exact. Mhm. Et ben, du coup, voilà, elle fuit, elle évite. Et Mhm. malgré que, possiblement, si on switch et qu'on voit les choses de manière positive, la personne peut mieux progresser, peut avoir plus d'opportunités dans la vie. Absolument. Absolument. Du coup, ben, la procrastination devient plutôt un handicap. Bien sûr. Ensuite, les exigences sociales qui sont assez élevées. Et du coup, par exemple, quand on nous met trop la pression par rapport à quelque chose, on peut procrastiner. Juste pour ne pas montrer qu'on n'est pas compétent ou qu'on n'a pas les performances Mhm. requises. Bien sûr. Et ça, c'est assez normal parce qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire. Ceux qui choisissent de procrastiner, peut-être de manière intelligente et de manière fonctionnelle, parce qu'ils préservent leur énergie Mhm. d'un burn-out. Et ceux qui essaient de la stratégie inverse, c'est-à-dire faire le maximum pour montrer qu'on est capable, ben c'est Mhm. eux malheureusement qui risquent de s'effondrer. La troisième cause, c'est Mhm. la menace par rapport à une agression. Donc, dès qu'on voit quelque chose qui provoque en nous un mécontentement, du Ok. coup, on commence à résister. Est-ce que tu peux donner un exemple? Exemple typique des passifs agressifs. Je suis par exemple un employé chez mon boss, j'ai déjà des tâches à faire, Mhm. mais il me demande du jour au lendemain d'effectuer d'autres tâches, alors que j'avais déjà d'autres tâches à effectuer et que je me suis déjà bien concentré là-dessus. Mhm. Je vais avoir tendance à bien procrastiner sur l'ancienne tâche ou la nouvelle tâche. Toute cette procrastination liée à ces mécanismes a des conséquences sur notre vie quotidienne. Et je pense que tu pourrais nous expliquer les choses en détail de ces conséquences. Bon, déjà, bien sûr, il y a la fameuse spirale de la honte et de la culpabilité. Mhm. Il y a cette pensée récurrente qui nous tape dessus. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire... Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça? Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu regardes un film? Pourquoi tu... Même si tu essayes de te détendre, ton cerveau te crie, mais pourquoi tu te détends? Il faut que tu te lèves. Sur le long terme, l'estime de soi prend des coups Ok. à deux niveaux. Au niveau du cerveau, il y a cette pensée, comme je t'ai dit, qui s'installe
de je n'y arriverai pas, ça ne sert à rien, etc. Au niveau du corps, on porte souvent des lourdeurs. Tu sais, on se sent vraiment lourd, on se sent épuisé. Mais parce que en haut, là, c'est pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, il faut que tu fasses ça. Tu vois, Mhm. la spirale. En fait, c'est comme si on rebondissait sur le premier épisode du discours intérieur. Oui, c'est-à-dire le critique Mhm. interne. Il a un micro, il a un mégaphone toute la journée. ونوض واش ما تنوضش ونوض دير هاد الحاجة. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et ouais, donc il y a cet épuisement mental. Et si on ne fait pas attention, sur le plus long terme, عاود, il y a un shift de l'identité de la personne. Mhm. C'est-à-dire, sur le très long terme, intègre une nouvelle identité de je suis la personne qui n'y arrive pas. Mhm. Je suis la personne qui ne fait que remettre le tout au lendemain. Mhm. Donc ça ne sert à rien et ça devient mon identité. D'accord, donc elle commence à avoir vraiment une croyance qu'elle peut pas, qu'elle est incapable. Parce que la croyance, elle est bien ancrée. Mhm. Et même si une opportunité se présente à elle, même si elle a des preuves qu'elle est capable de le faire, c'est-à-dire en se souvenant de réussite passée ou quoi que ce soit, mais comme je t'ai dit, tellement sur le long terme, son estime de soi a pris des coups que la personne croit profondément que c'est une personne qui n'y arrivera Mhm. pas. En fait, elle aura une sorte de filtre aussi, filtre mental où même les réussites ne seront plus visibles. Parce Absolument. que sa focale attentionnelle sera Oui. que sur ses anciens échecs, vu que son cerveau, il fait que tourner sur cette croyance-là. Bien sûr, bien sûr. Il y a ça, il y a la minimisation. On De va y la arriver. réussite, Voilà, de la réussite et l'exagération de l'échec. voilà l'exagération Mhm. de l'échec. C'est bien que tu as évoqué en fait la première distorsion cognitive, voir que l'échec et minimiser les réussites. Oui. Après aussi, il y a des distorsions cognitives du perfectionnisme avec des exigences, comme on l'a dit, très élevées. Mhm. Mais bon, ça c'est plus par rapport à la société que nous. Je voyais ça plutôt comme l'internalisation des voix externes avec le temps. Dire, en grandissant, Mhm. on internalise tout ce qu'on nous dit Mhm. et ça devient notre voix intérieure. Alors que toutes nos pensées et notre voix intérieure, c'est pas 100% nous. C'est-à-dire c'est des choses qu'on a intégrées avec le temps, avec les années. Je comprends où tu veux en venir, c'est l'adhésion à ce qu'on nous a dit depuis l'enfant, et qui vont devenir des croyances au fur et à mesure. C'est ça. C'est-à-dire, par exemple, si en grandissant, on m'a dit ta seule valeur, c'est la réussite, tu vaux quelque chose si tu as des accomplissements professionnels, mais je vais internaliser ça. Mhm. Et en tant qu'adulte, je vais réellement croire que si je ne suis pas... c'est quoi le mot en français? عاوتاني مشالي. Compétent? Non. Si je suis pas successful, si j'ai pas de succès, Ah oui, oui. j'ai pas le mot. Oui. Si j'ai pas de succès en tant qu'adulte dans le monde professionnel, là, je ne vaux rien. Mais cette Mhm. voix, c'est pas la mienne. Cette pensée plutôt, là, ce standard, c'est pas le mien. C'est quelque chose que j'ai internalisé avec les années. Ouais, mais le problème en est qu'à un moment donné, ces voix-là, on pense que c'est nous-mêmes. Même si là, tu arrives à décortiquer, Oui, mais on se les identifie à nous, on se les personnalise. oui, Et après, le problème, c'est qu'on devient ce que les autres ont fait de nous. On a parlé quelques distorsions cognitives, mais le plus important aussi, c'est plus de parler au niveau émotionnel, motivation et le temps. Hmm, C'est-à-dire que les procrastinateurs, ils ont une distorsion du temps. oui, C'est-à-dire, soit ils surestiment, soit ils sous-estiment le temps. oui. Ils se disent, ah, mais j'ai assez le temps, je peux le faire le soir. Alors que non. Alors qu'ils dorment, Alors qu'ils doivent le faire maintenant parce alors qu'ils qu'ils vont n'auront aller pas le temps. dormir. Alors qu'ils vont Je vais me aller. réveiller à 6 heures du matin pour le faire. Exact. Et le faire vraiment de manière très bâclée ou alors de manière très réussie si le stress a bien fonctionné sa performance. Comme dans la courbe de U, si le stress il est trop élevé, ben, il n'y a pas de performance. Plus on attend, on attend, on attend et on se dit qu'on aura le temps, c'est pas grave, c'est tranquille. Le stress monte, 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 monte. Mais il ne faut pas arriver au moment où voilà, toutes les fonctions cognitives sont Oh perturbées. là. Et qu'est-ce que je connais bien ce moment-là d'ultimatum de ça fait dernière minute. Si je fais pas ça, toi aussi j'imagine.
Ouais, On a tous fait ça, même en tant malheureusement, qu'étudiant. Oui. malheureusement, c'est quelque chose Yeah. qui nous touche. Après, il y a les distorsions par rapport à la motivation. Oui. C'est-à-dire qu'on pense que faire la chose, ça dépend de notre motivation. Si on n'est pas motivé, ça sert à rien. Si on est motivé, c'est là où il faut la faire. Et aussi, quand on croit qu'il faut attendre la motivation, un jour, je vais me réveiller, je vais être motivée, je vais Voilà. faire la chose. Mais, C'est mais ça vraiment, n'arrive jamais. c'est ça. On va attendre le bon moment où on sera motivé. Ce moment, peut-être qu'il peut arriver, peut-être qu'il va jamais arriver, peut-être qu'il va arriver à la dernière On seconde, ne sait mais pas. voilà. On ne sait pas. Je tiens quand même à préciser que tout ça, c'est zéro jugement. On est nous-mêmes dans le bain. Ouais, Donc, effectivement. Après, il y a aussi la distorsion liée aux émotions. Donc, on va agir lorsqu'on sera émotionnellement en phase, on sera tranquille, apaisé émotionnellement. On n'aura pas de problèmes qui c'est vont ça. nous bloquer, etc. On ne fait pas la part des choses entre ce que je vis par rapport à des problèmes et la tâche à faire. Du coup, on mélange et on procrastine. Est-ce qu'on est condamné à vivre comme ça fait dit? Pas forcément. Le plus important, c'est la prise de conscience. Déjà, si on prend conscience, déjà, on active des neurones qui vont nous permettre de un peu sortir du mode automatique. Puis, il y a l'apprentissage par des tâches. Et du coup, c'est là où je pense que tu pourrais rebondir et nous donner des outils. Le premier outil d'identifier cette pensée qui revient beaucoup, j'avais parlé tout à l'heure de cette spirale mentale de je ne peux pas y arriver, ça sert à rien, etc. L'idée serait de l'identifier, comme dans le premier épisode, de tracer ce fameux tableau à 3 colonnes, de mettre dans la première colonne donc cette pensée récurrente, de mettre les preuves que je ne peux pas y arriver ou que ça ne sert à rien. Et bien sûr, immédiatement, ça va décrédibiliser la pensée. Et finalement, de remplacer ça par une pensée alternative. L'idée n'est pas de se mentir ou de se créer une illusion, le fait qu'on peut faire la chose. Non, c'est pas du tout l'idée. C'est juste d'enlever la pression, tu sais, cette charge mentale et physique de ne pas passer à l'action. Donc, tu veux jouer sur l'aspect émotionnel et cognitif. C'est ça, c'est-à-dire les pensées affectent le corps. Je l'avais dit tout à l'heure, il y a des symptômes physiques, il y a de la lourdeur, il y a un épuisement, mais parce que ici, ça ne s'arrête pas. Pourquoi tu fais pas la chose? Il faut que tu la fasses. De toute manière, ça sert à rien, tu es nul, tu n'y arriveras pas, etc. Voilà. Donc l'idée, c'est de remplacer ça par une pensée alternative beaucoup plus douce, beaucoup plus dans la compassion avec soi. Ok, pour ne pas créer des émotions qui pourraient effondrer, bien sûr, le corps. Voilà, pour alléger cette spirale mentale et physique. Ouais, logique. Deuxième outil serait de fragmenter la tâche. C'est-à-dire que si on a une tâche par exemple, pour sortir du contexte professionnel, juste chez moi, je dois nettoyer ma cuisine, ranger ma cuisine par exemple. Ranger ma cuisine, c'est énorme. Il y a le sol, il y a les placards, il y a la vaisselle, il y a plein de choses. Et c'est très vague. C'est très vague aussi, effectivement. Ce qu'on va faire, on va fragmenter la tâche. Je vais commencer par une seule petite chose. Je vais sortir le balai. C'est déjà une tâche et je peux considérer ça comme une petite victoire que je peux check, n'est-ce pas? Et dans le même contexte, rétrécir la tâche à 1 minute. C'est-à-dire on va un peu se jouer de notre cerveau, entre guillemets. On va dire à notre cerveau, tu sais quoi? On va faire ça pendant 1 minute. Juste 1 minute. Je ne vais pas dépasser 1 minute. Et quand tu dis que tu vas faire ça pendant seulement 1 minute, je ne pense pas qu'il y aura de résistance. Ouais, parce qu'en fait, tu diminues le coût énergétique Voilà. de la chose. Il y a aussi un autre outil que j'appelle le narrateur. En fait, c'est quoi? C'est pour se détacher un peu, pour sortir de sa tête. On va narrer ce qui se passe dans notre tête. Cette personne est en train de procrastiner sur cette tâche. Parce que cette personne, c'est-à-dire moi-même, parce que cette personne a peur de quelque chose. Mais cette personne peut faire une petite tâche. Cette personne est capable de faire cette première action facilement. Elle l'a déjà fait. Donc, quand je fais ça,
C'est comme si je me détachais de moi-même. Ça me donne un peu de recul, n'est-ce pas? Et en sortant un peu de ma tête, en plus c'est un peu drôle à faire, Mhm. et en sortant comme ça de ma tête, je suis capable de passer à l'action, Mhm. ne serait-ce qu'un petit pas. Parce que bien sûr, passer à l'action, ça ne veut pas dire forcément escalader toute une montagne, Mhm. mais ça serait peut-être juste de sortir ses chaussures de randonnée. C'est bien que tu dis ça parce que tu crées un troisième personnage alternatif qui pourra mieux voir les choses de manière plus réaliste Mhm. et qui peut te pousser vers l'avant. C'est Absolument. intéressant Yes. parce que déjà le premier qui est très critique, ben, il a un gros poids Oui. et le second, donc quand tu dis 7 personnes, déjà tu ne te parles pas à toi-même directement, tu dis 7 personnes, tu te détaches et du coup tu peux augmenter son poids jusqu'à les équilibrer. Exactement, exactement. J'espère que cet épisode aura clarifié pour nos spectateurs et nos auditeurs un peu pourquoi ils procrastinent et quelques outils pour en sortir. En tout cas, merci Fadi. Merci Fatine, Et n'oubliez pas, écoutez l'écho qui vient de l'intérieur, c'est lui qui résonne partout ailleurs. À bientôt! à bientôt.